On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'il fasse un froid de canard ou une chaleur à tomber, notre corps, lui, il ne bouge pas. Il s'accroche à ce fameux 37 degrés. Mais pourquoi ce chiffre, précisément? Pourquoi pas 35 ou 40? Eh bien, il se trouve que c'est un compromis quasi parfait que l'évolution a mis des millions d'années à trouver. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors c'est parti, on va explorer le génie de notre propre biologie. Parce que le corps humain, ce n'est pas juste un assemblage d'os et de muscles, non, non. C'est une machine incroyablement bien pensée, avec son propre thermostat intégré, qui nous permet, mine de rien, de vivre à peu près partout sur cette planète. Bon, quel est le programme? D'abord, on va se demander pourquoi ces 37 degrés sont si importants, si vitaux. Ensuite, comment notre corps interagit avec la température extérieure. Puis, on verra ses plans d'attaque contre le froid et contre le chaud. Et enfin, on ira à la rencontre du grand chef d'orchestre qui pilote tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout part d'un objectif de base, une règle d'or. Protéger à tout prix le centre de commandement, le noyau vital de notre corps. En fait, c'est ça notre super pouvoir. Être un homéotherme, ça veut dire qu'on fabrique notre propre chaleur, contrairement à un serpent qui a besoin du soleil pour se réchauffer. Et 37 degrés Celsius, c'est le point d'équilibre parfait. C'est assez chaud pour nous tenir à l'écart de la plupart des infections, mais pas trop chaud non plus pour ne pas qu'on ait à passer notre temps à manger pour alimenter la machine. C'est ce petit miracle qui nous a permis de coloniser le monde. Et attention, parce que les enjeux sont énormes. Le corps ne plaisante pas avec ça. La marge de manœuvre est vraiment très très faible. Si la température descend sous 30 degrés, c'est l'hypothermie sévère. Si elle monte au-dessus de 43, c'est l'hyperthermie. Et là, les dégâts peuvent être irréversibles. C'est une question de vie ou de mort qui se joue à quelques petits degrés. Et pour gérer ce défi, le corps s'est intelligemment divisé en deux. D'un côté, il y a le noyau. C'est la forteresse, là où se trouvent les organes vitaux. Lui, il doit rester à 37 degrés Celsius quoi qu'il arrive. Et puis il y a l'écorce, c'est-à-dire la peau et les tissus juste en dessous. C'est notre ligne de front, une zone tampon dont la température, elle, peut varier pour protéger le précieux noyau. Bon, mais concrètement, comment ça marche cet échange avec l'extérieur? Notre corps est en dialogue permanent avec son environnement. Un dialogue fait de chaleur, et pour ça, il utilise 4 principes physiques de base. Le premier, le plus simple, c'est la conduction. C'est le transfert de chaleur par contact direct. On connaît tous cette sensation, non? Marcher pieds nus sur un carrelage froid en hiver, et bien voilà, le sol est littéralement en train d'aspirer la chaleur de notre corps. C'est ça, la conduction. Ensuite, on a la convection. Là, le transfert se fait par un fluide en mouvement, comme l'air ou l'eau. Réfléchissez-y, une eau à 20 degrés Celsius nous paraît glaciale, alors que de l'air à 20 degrés Celsius, c'est plutôt agréable. Pourquoi? Parce que l'eau est un champion pour nous voler notre chaleur par convection, bien plus que l'air. Le troisième mécanisme, c'est le rayonnement. En fait, tout corps qui a une certaine chaleur émet de l'énergie. Y compris nous. Là, maintenant, notre corps est en train de rayonner de la chaleur dans la pièce. C'est une perte de chaleur discrète, mais constante, vers tout ce qui nous entoure et qui est plus froid. Et enfin, l'arme secrète du corps, l'évaporation. Ce qui est dingue avec ce mécanisme, c'est que contrairement aux 3 autres, il nous fait toujours perdre de la chaleur. Toujours. Chaque petite goutte de sueur qui s'évapore de notre peau emporte avec elle un peu de notre chaleur corporelle. C'est notre système de clim le plus puissant. Ok, maintenant qu'on a les bases, voyons comment le corps les utilise quand ça se corse. Premier scénario, il fait froid. Le plan d'urgence se déroule en 2 temps. D'abord, on conserve la chaleur qu'on a. Ensuite, on en produit de la nouvelle. Et tout ça, ça va à une vitesse folle. Les capteurs sur la peau sonnent l'alarme, l'info remonte au cerveau qui, en une fraction de seconde, analyse la situation et déploie le plan d'action. C'est une cascade de réactions automatiques, hyper bien coordonnées. La toute première action, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Pour faire simple, le sang, c'est un peu le liquide de refroidissement chaud du corps. Eh bien, le cerveau donne l'ordre de fermer les vannes près de la peau. Le sang chaud ne circule plus en surface, il reste bien au chaud au centre pour protéger les organes. Malin. Mais parfois, conserver la chaleur, ça ne suffit pas. Il faut aussi en produire. Et là, le corps a plusieurs cartes en sa manche. Il y a le fameux frissonnement, ces petites contractions musculaires qui sont en fait un moyen super efficace de créer de la chaleur. À un niveau plus profond, des hormones peuvent booster le métabolisme des cellules. Et bien sûr, le moyen le plus radical, c'est de bouger. Allez, on passe au défi inverse. Qu'est-ce qui se passe quand la chaleur vient de l'extérieur ? Là, le corps doit complètement inverser sa stratégie. L'objectif n'est plus de garder la chaleur, mais de s'en débarrasser au plus vite. Et la réponse du corps est d'une logique parfaite. Il fait l'exact opposé de la vasoconstriction, la vasodilatation. Cette fois, il ouvre en grand les vaisseaux sanguins près de la peau. Notre peau se transforme alors en un immense radiateur qui va dissiper la chaleur du sang vers l'extérieur. Mais ce système a ses limites.
Le vrai super-héros de la lutte contre le chaud, on l'a dit, c'est la sueur. Et regardez ce chiffre, moins 580 kilocalories. C'est la quantité phénoménale d'énergie thermique que le corps arrive à évacuer grâce à l'évaporation d'un seul, tout petit litre de sueur. C'est juste une puissance de refroidissement incroyable. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Ce n'est pas le fait de transpirer qui nous refroidit, c'est quand la sueur s'évapore. C'est pour ça qu'une journée à 35 degrés Celsius avec une humidité écrasante est bien plus pénible et dangereuse qu'une journée sèche à 45 degrés. Quand l'air est plein d'eau, la sueur ne s'évapore plus et notre meilleur système de refroidissement tombe en panne. Ok, on a vu les stratégies, on a vu les mécanismes, mais il manque une pièce essentielle au puzzle. Qui prend les décisions? Qui appuie sur le bouton frisson ou le bouton transpiration? Il est temps de rencontrer le boss. La question est posée. Comment le corps sait-il à quel moment il doit se réchauffer ou se refroidir et avec quelle force? La réponse se cache dans une toute petite partie de notre cerveau. Le voici, le maître du jeu, l'hypothalamus. Ce petit génie passe son temps à faire une seule chose. Il reçoit en continu les infos des capteurs de température de tout le corps. Il les compare à sa valeur de référence, le fameux 37 degrés C, et dès qu'il y a un écart, hop, il envoie les ordres appropriés. C'est une boucle de contrôle parfaite qui tourne en permanence, sans qu'on y pense. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que même au sein de cette minuscule structure, les tâches sont réparties. Il y a une partie, la postérieure, qui est la spécialiste du mode chauffage, et une autre, l'antérieure, qui gère le mode climatisation. C'est une division du travail d'une efficacité redoutable. Et on va terminer sur cette question pour ouvrir la réflexion. Ce système biologique incroyable a été forgé pour faire face à des variations de température extrêmes. Mais aujourd'hui, on passe le plus clair de notre temps dans des bureaux, des voitures, des maisons à température contrôlée. Alors la question se pose. À force de le solliciter de moins en moins, est-on en train d'endormir, voire d'affaiblir cette formidable capacité d'adaptation? Le débat est ouvert.